Bon, enfin, j'aimerais parler du projet de loi C-235 à mon tour, honorable collègue. Il s'agit, selon moi, un des discours les plus difficiles que j'ai eu à composer ici depuis que j'ai été appelé au Sénat. Pas en raison du sujet, mais plutôt parce que il m'incombe de prendre la position contraire à celle du parrain du projet de loi. Et c'est avec le cœur lourd que je le fais, pour tout vous dire. Jim Carr, c'était un ami. C'était un collègue du Manitoba. J'ai connu Jim pendant de nombreuses années. Ce projet de loi, donc, a été déposé en février de cette année par feu l'honorable Jim Carr et vient juste d'être adopté à l'autre endroit. Ce projet de loi ce projet de loi soulève chez moi des préoccupations dont je vais parler ultérieurement aujourd'hui. Mais avant de poursuivre, j'aimerais profiter de l'occasion pour offrir mes plus sincères condoléances à la famille de Jim, à ses proches, à sa femme en particulier. C'est un moment difficile pour eux, et je sais que je parle au nom de tous les sénateurs lorsque je dis que nos cœurs et nos prières les accompagnent en cette période douloureuse. Je prie qu'ils connaîtront le réconfort des bras de Dieu qui les entourera pendant cette période de deuil. Jim faisait le trajet Winnipeg-Ottawa, pas toutes les semaines. Il se sentait moins bien la dernière année. Il n'était pas là dans chaque vol, mais lui et moi avons pris le même avion à bon nombre de reprises, et puis on avait la chance de se parler dans l'avion, et c'était un moment fort heureux pour moi. J'ai pris l'avion avec lui il y a 2 semaines à peine. J'arrivais à Ottawa de Winnipeg, et on a pu discuter, lui et moi. Il y a 4 semaines, Jim et moi avons lunché ensemble dans l'édifice de l'Ouest. Jim m'a invité à luncher. Et lors de nos discussions, une des Jim voulait, bien sûr, c'était me parler du projet de loi C-235. Mais Jim ne m'a pas demandé d'appuyer cette loi. Il m'a plutôt demandé de voir si je pouvais aider à faire progresser ce projet de loi en comité, en 3e lecture. Il ne m'a pas demandé de voter pour le projet de loi. Il ne m'a pas demandé de faire abstraction ou de passer sous silence les failles du projet de loi. Je me suis engagé en ce sens et c'est ma parole que je respecterai aujourd'hui. Je me souviendrai toujours de cette rencontre. Nous avons parlé d'enjeux très personnels, très privés, incluant la santé déclinante de Jim. Mais nous avons aussi parlé de vacances que sa famille, lui, voulait prendre pendant les fêtes. Alors, c'était un choc, cette nouvelle qui nous est tombée dessus hier. On m'a dit de ne pas parler de mon désir d'aller au Mexique parce qu'on en a parlé en long et en large il y a quelques années, mais Jim, lui, voulait aller au Mexique et on a parlé de notre amour mutuel de notre pays. Comme je l'ai dit, je ne me suis pas engagé à soutenir le projet de loi. Mais j'ai posé la question à Jim. J'ai dit, au Sénat, souvent, le parrain que vous choisissez a beaucoup d'influence. Et j'ai demandé à Jim, qui est votre parrain du projet de loi au Sénat? Il m'a dit, c'est le sénateur Cotter. J'ai dit à Jim qu'il avait bien choisi. La semaine dernière, chers collègues, et ça répond à certaines des questions qui ont déjà été posées, mais en fait, la semaine dernière, avant même que nous ayons reçu la nouvelle du décès de Jim, les dirigeants du Sénat avaient accepté de donner la priorité à l'examen de ce projet de loi. Il était approprié de le faire à l'époque et il en est de même aujourd'hui. Je connais Jim Carr depuis bien avant son élection en politique fédérale. Il a été en politique provinciale et même si nous étions des adversaires,
c'était un ami, mais je ne ferais pas mon travail si je ne soulignais pas les lacunes dans ce projet de loi, ou dans tout projet de loi. Jim l'a fait toute sa vie et il aurait attendu la même chose de chacun d'entre nous. Il se serait attendu à ce que nous examinions le projet de loi comme il se doit et que nous veillons à ce qu'il reçoive le second examen objectif caractéristique de cette enceinte. Comme le sénateur Cotter l'a dit plus tôt, l'objet du projet de loi C-235 est de permettre au gouvernement fédéral d'élaborer un cadre de coopération et d'engagement local pour la mise en œuvre de programmes fédéraux dans divers secteurs afin de bâtir une économie verte dans les provinces des prairies. Il s'agit d'une noble entreprise, mais je soutiens qu'elle est à la fois inutile et malvenue. Les efforts déployés par les gouvernements provinciaux et municipaux des 3 provinces des prairies pour rendre leur économie plus verte sont déjà bien avancés. Et le gouvernement fédéral, comme c'est souvent le cas, est un peu en retard sur cette question. Ce n'est pas seulement mon observation et ma préoccupation. Elle s'est reflétée dans le témoignage présenté au Comité permanent de l'industrie et de la technologie de la Chambre des communes. Cliff Cole, le ministre du Développement économique, de l'Investissement et du Commerce du Manitoba, a témoigné devant le comité et a déclaré ce qui suit. La province du Manitoba n'appuie pas le projet de loi C-235 et le considère comme une mesure législative inutile qui n'a pas fait l'objet de consultation avec les provinces. Vous avez vu, on parle encore d'objets qui n'avaient pas fait l'objet de consultation. Le projet de loi n'a pas été présenté en temps opportun et ne reconnaît pas les progrès réalisés dans l'économie verte par les provinces, les entreprises et les entrepreneurs. La province du Manitoba craint que le projet de loi C-235, s'il est adopté, ne crée une bureaucratie inutile et une approche descendante qui retarderait l'avancement de l'économie verte, les décisions en matière de recherche et de développement et étoufferait l'innovation qui existe déjà. Le ministre de la Justice et procureur général de la Saskatchewan, l'honorable Rowan R., j'espère que je prononce bien son nom, a également témoigné, s'exprimant ainsi. Ce projet de loi exigerait que les ministres fédéraux élaborent un cadre pour la mise en œuvre de programmes fédéraux, ce qui, pour nous, en Saskatchewan, somme comme un langage assez descendant et définitif, et ce que nous appelons ici le fédéralisme d'affirmation. Cela renvoie à une autre tendance plus profonde de ce gouvernement que nous voyons encore et encore, qui est de s'orienter vers les articles 92 et 92A et la compétence exclusive que les provinces ont sur la propriété et les droits civils et sur les ressources naturelles. Lorsqu'on lui a demandé si elle pensait que le projet de loi était nécessaire, la ministre a été claire. Elle a déclaré « Je ne pense pas que le projet de loi soit nécessaire. Je pense que nous faisons déjà des choses importantes au Canada, dans l'Ouest canadien et en Saskatchewan en matière d'émissions. Et j'en ai déjà mentionné quelques-unes. Les émissions de notre secteur de la potasse sont de 50 % inférieures à celles de toute autre juridiction dans le monde. Nous avons des normes environnementales élevées. Nous avons des normes élevées en matière de droits de la personne. Et nous avons des normes de travail élevées. » Ces préoccupations ont été reprises par Mme Kathy Heron, présidente des municipalités de l'Alberta. Elle a déclaré « Le langage de cette section parle de la création d'une économie verte dans les provinces des prairies du Canada. Cela semble suggérer que les provinces des prairies n'ont pas actuellement d'économie verte. Nous sommes déjà bien engagés sur cette voie. » D'autres intervenants étaient non seulement préoccupés par le fait que le projet de loi ne reconnaissait pas les progrès déjà réalisés pour rendre l'économie des prairies plus verte, mais ils ont fait remarquer que le projet de loi pourrait en fait entraver ces efforts. Madame Justine Ness, présidente et chef de l'exploitation de Safety First,
Une entreprise qui travaille en étroite collaboration avec le secteur de l'énergie a déclaré: Je crains que le projet de loi C-235, dans sa forme actuelle, ne nuise effectivement encore plus à l'industrie des ressources au Canada et ne prive le monde de la sécurité énergétique dont il a si désespérément besoin. Le projet de loi C-235 semble être un dépassement fédéral classique qui tente de dicter et d'influencer ces trois provinces de l'Ouest. Madame Catherine Brownlee, présidente de l'Alberta Enterprise Group, a déclaré: Les entreprises albertaines sont à la pointe de l'innovation technologique, de la réduction des émissions et de l'innovation verte. Étant donné que l'Alberta est déjà un leader dans ce domaine, nous nous demandons, en tant que chef d'entreprise, quel serait l'impact positif d'un autre cadre basé à Ottawa, tel que proposé dans ce projet de loi. Chers collègues, c'est une plainte courante de la part des provinces. Le gouvernement fédéral a l'habitude de s'immiscer dans les affaires provinciales sans consultation, et ce projet de loi ne fera qu'aggraver la situation. Et ce projet de loi amènera encore la même chose. Lorsque le député Michael Crum de la Saskatchewan a demandé au député Carr s'il avait consulté le premier ministre ou tout autre ministre provincial en Saskatchewan, le député Carr a admis que non, il ne l'avait pas fait. Le député Brian Massey a poursuivi et a creusé la question en demandant: À part la Saskatchewan, y a-t-il un soutien provincial pour ce projet? Un premier ministre ou un soutien provincial explicite des ministres? La réponse? Non. Et l'appui des Premières Nations? Non. Eh bien, a-t-il demandé, y a-t-il des pétitionnaires qui ont réclamé ce genre de cadre? Non. Au comité, on a posé la question à Ray Orb, président de la Saskatchewan Association of Rural Municipalities. Avez-vous eu des consultations avec le gouvernement fédéral avant que ce projet de loi ne soit présenté au comité et à la Chambre des communes? Sa réponse: Non, nous n'avons eu aucun contact avec M. Carr. Il ne nous a pas consultés sur ce projet de loi. Chers collègues, apparemment, le plan est d'adopter le projet de loi exigeant la mise en place d'un cadre, puis les consultations auront lieu plus tard au cours de l'élaboration de ce cadre. Mais je voudrais noter deux choses. Tout d'abord, ce projet de loi ne prévoit que 12 mois pour la mise en place d'un cadre. C'est loin d'être un délai suffisant pour des consultations appropriées, surtout si l'on considère que ces consultations doivent inclure, et je cite, des représentants des gouvernements provinciaux responsables des transports, de l'environnement et de l'emploi, ainsi que des municipalités, des organes directeurs autochtones, du secteur privé et des représentants des employeurs et des employés de ce secteur. De plus, le ministre responsable du développement économique des provinces et des prairies doit collaborer avec 6 autres ministres, dont le ministre de l'Environnement, le ministre des Transports, de l'Industrie, de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, des Finances et des Ressources naturelles. Ce n'est pas une mince affaire. Il est impossible que 12 mois laissent suffisamment de temps pour ces consultations. Deuxièmement, chers collègues, promettre de consulter sur le contenu d'un cadre alors qu'il n'y a aucun accord sur l'existence même de ce cadre, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Ce n'est pas la façon de développer des initiatives de politique publique de grande envergure que ce cadre produirait s'il était couronné de succès. Chers collègues, c'est le rôle du Sénat de défendre les droits des régions. Et je peux vous dire sans équivoque que les régions qui seront directement touchées par ce projet de loi ne veulent pas et ne soutiennent pas ce projet de loi. L'intention derrière ce projet de loi est noble, mais il est redondant car les provinces font déjà de grands pas vers l'écologisation de leurs économies et il va trop loin car il n'a pas l'assentiment des provinces qui seront touchées par ce projet de loi. Toutefois, comme je l'ai dit plus tôt,
Bien que j'ai souligné les nombreuses difficultés de ce projet de loi, je ne m'opposerai pas à ce qu'il soit renvoyé en comité. En fait, je vais soutenir ce fait. C'est le devoir et le rôle du comité et de la Chambre d'examiner le projet de loi selon ses mérites. Est-ce que j'espérais qu'on ait plus de temps? Oui, certainement. Mais c'est donc notre devoir de l'examiner. J'appuierai son passage en deuxième lecture et, personnellement, j'ai hâte de participer à l'étude du comité. J'espère que vous allez soutenir cela. Merci, chers collègues.